Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie de 64 minutes, peut-on construire un monde à la fois plus égalitaire et compatible avec les limites de la planète? C'est l'ambition du nouveau rapport sur la justice mondiale porté par le Laboratoire sur les inégalités mondiales. Il propose une réduction spectaculaire des écarts de richesse, une transformation profonde de nos modes de production et de consommation et une gouvernance mondiale renouvelée. Pour en parler, nous recevons Lucas Chancel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, co-auteur de ce rapport et co-directeur du World Inequality Lab. Vous êtes également professeur à Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Christian de Boissieu, économiste, vice-président du Cercle des économistes, co-auteur notamment de Réussir la transition énergétique et écologique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Hugo Barbier nous a rejoint. Bonsoir Hugo. Que contient précisément ce rapport ? Eh bien, le Laboratoire sur les inégalités mondiales propose effectivement un plan pour mieux répartir les richesses et pour en finir avec la surexploitation des ressources sur Terre. Point important, ce plan est chiffré et s'il était appliqué demain, ses objectifs seraient atteints en moins de 75 ans. Quelle serait la marche à suivre ? Eh bien, elle tient en 3 piliers. À mal, tout d'abord, abandonner le pétrole, le charbon et le gaz pour les secteurs comme la production d'énergie, les transports, la sidérurgie notamment. Deuxième pilier, plus de sobriété. Selon ce rapport, il faut diminuer drastiquement notre consommation pour moins éprouver les ressources. Cela passe notamment par manger moins de viande car l'alimentation des bêtes notamment empiète sur les forêts. Dernier point, c'en est fini des inégalités. Regardez plutôt le salaire moyen mensuel dans le monde varie énormément en fonction d'où on se trouve. Des très bas salaires, 290 € par mois en moyenne en Afrique subsaharienne, jusqu'à près de 5 000 € en Amérique du Nord par mois. Et bien d'ici 2100, avec ce plan, c'en est fini. Où que l'on soit dans le monde, on serait en moyenne à 5 000 € par mois. Et Hugo, pour financer ce plan, le Laboratoire sur les inégalités mondiales propose de réformer l'ordre économique mondial. Oui, c'est même la pierre angulaire de ce rapport, la création d'un fonds mondial pour la justice. Alors il serait alimenté par les plus riches via 2 impôts, à la fois une taxe mondiale sur le revenu et un impôt sur la fortune. Il permettrait de gérer un fonds souverain mondial composé d'actions sur des projets durables. Les dividendes seraient enfin reversés par pays pour financer des initiatives sur le climat, l'éducation et la santé. Et l'une des grandes avancées serait ainsi la répartition équilibrée des richesses. Oui, Amal, aujourd'hui, les 10% les plus riches se partagent environ la moitié des ressources de la Terre, alors que les 50% les plus pauvres, c'est-à-dire la moitié de la population la plus pauvre, ne se partagent que 8% des ressources mondiales. Encore une fois, d'ici 2100, eh bien, on inverserait la tendance, c'est-à-dire que les 50% les plus pauvres sur la planète se répartiraient une plus grande répartition des richesses, 38%, alors que les 10% les plus riches ne se répartiraient plus qu'un 1/5 des ressources mondiales. Merci beaucoup Hugo Barbier pour ce résumé très précis. Lucas Chancel, dans votre rapport, vous dites que la transition climatique n'est possible qu'en réduisant les inégalités. En quoi est-ce que les inégalités, elles empêchent aujourd'hui la lutte contre le réchauffement climatique ? Les inégalités créent les conditions d'une insoutenabilité. Je vais revenir sur ce point, peut-être juste dire que ce rapport, c'est le fruit du travail d'une quarantaine de chercheurs pendant 24 mois sur 4 continents. Donc on a vraiment tenté d'avoir un travail collectif et interdisciplinaire qui croise économie d'un côté, histoire et sciences du climat. Alors pourquoi est-ce que la réduction des inégalités est si importante ? Eh bien parce que d'une part, il va falloir trouver des majorités, des coalitions à l'intérieur de chaque pays pour défendre, pour soutenir ces transformations importantes. On parlait de transformation des modes de vie, des modes de consommation alimentaire, etc. La réduction des inégalités, elle permet en fait à la majorité de la population de voir son revenu augmenter, de voir sa richesse augmenter dans un moment où des transformations profondes arrivent. Le deuxième point, c'est où est-ce qu'on trouve les investissements, les ressources nécessaires pour opérer ces investissements. Donc c'est un grand plan d'investissement en réalité, ce rapport sur la justice mondiale. Et c'est des investissements considérables de l'ordre de ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire des économies qui étaient dévastées par la guerre. L'état du monde aujourd'hui, il est comparable à celui de l'après-guerre ?
De plusieurs manières, on a besoin de mieux piloter notre économie pour la transformer. On a besoin de davantage planifier notre économie. Et c'est ce que les économies européennes ont fait de 1945 à 1960-70. Une planification plus importante qui, et je voudrais le souligner, s'est accompagnée d'une forte taxation des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines, notamment pour financer ces investissements. Un chiffre, en France, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'impôt de solidarité sur la fortune va taxer les plus grandes richesses, les plus hauts patrimoines à 20%. Il y a même un impôt sur l'enrichissement pendant une période donnée, l'enrichissement pendant la guerre, sur les plus hauts patrimoines, qui va jusqu'à 100%. Donc, ce qui a été possible à un moment donné dans des pays démocratiques, ce qui a d'ailleurs permis la reconstruction, ce qui a permis à nos économies d'être prospères, nous pensons que c'est un outil extrêmement important pour les décennies à venir et pour faire face à l'une des plus grandes menaces que notre économie, que nos sociétés auxquelles elles sont confrontées, c'est évidemment la menace du changement climatique. Christian de Boissieu, vous êtes d'accord, c'est ça la solution, taxer les plus riches ? Attendez, je vais peut-être d'abord dire un mot sur le rapport. Je voudrais saluer les travaux de votre laboratoire et le fait que vous rassemblez quand même des données qui sont assez exceptionnelles, je pense, au plan international. Ayant dit ça, je vais dire ce que je pense. Oui, vous êtes là pour ça. J'ai pas lu le rapport, mais j'ai lu des résumés, donc je voudrais pas le déformer, le rapport. Bon, il est clair que vous partez de la situation actuelle que j'appelle le point A, pour aller vers un point B qui est quand même assez, je ne sais pas s'il faut l'appeler utopique, en tout cas très normatif. Je veux dire voilà, 5 000 euros partout, le même revenu partout, c'est pas d'ailleurs nécessairement... Moi, je ne suis pas pour les inégalités, hein, que les choses soient claires, mais est-ce que vous prenez des pays de niveaux de revenus différents aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que le pouvoir d'achat n'est pas le même, les revenus ne sont pas les mêmes. Donc, moi, j'ai pris ça comme un exercice intéressant, assez utopique, qui suppose qu'on règle des problèmes de gouvernance mondiale. On est bien d'accord là-dessus. Je veux dire, vous parliez tout à l'heure 75 ans. Moi, je regarde à court terme, excusez-moi, je regarde le G7 la semaine prochaine à Évian. Je ne sais pas très bien sur quoi ça va déboucher dans un contexte très compliqué au plan international où le président américain, Donald Trump, finalement, est en train de s'éloigner très nettement des objectifs climatiques, des objectifs du GIEC qui avaient été en quelque sorte validés scientifiquement par les responsables. Donc, c'est compliqué de faire le lien, de dire, vous décrivez un point B que je trouve égalitaire, bien sûr, mais à mon avis utopique, et le problème, c'est de passer de A à B. Bon, alors ça suppose des financements, j'y reviens dans un instant, c'était votre question, et le rôle de la fiscalité. Ça suppose surtout un accord mondial. Moi, ce qui me navre, c'est que sur ces questions-là, il n'y a même pas d'accord européen. On est bien d'accord. Il n'y a pas d'accord européen. Quand vous regardez le débat en Europe sur les... Je veux dire, on a l'impression que la lutte contre le changement climatique est un peu retombée, malheureusement, des objectifs et des politiques menées, y compris entre les 27. Il y a des pays qui sont plutôt actifs. La France, c'est pas pareil. Je veux dire, la COP 21, l'accord de Paris de 2015, il reste encore la référence. On est bien d'accord là-dessus. Mais donc... Ce qu'on a du mal à réaliser au niveau européen, ça va être compliqué de le faire au plan mondial. Et je termine sur la fiscalité, parce que il me semble qu'à travers vos propositions, vous êtes en train de réintroduire le débat sur la taxe Zuckman, sans le dire. En tout cas, je ne sais pas si c'est peut-être dit dans le rapport. On va plus loin en réalité. Oui, parce que la taxe Zuckman, telle qu'elle a été proposée, c'était pas 20% sur les patrimoines, 2%. C'était 2%. Et même, je me souviens, notre collègue Olivier Blanchard se demandait s'il fallait pas... Et donc, Christian de Boissieu, si on ne taxe pas les plus riches, où aller chercher l'argent pour réduire les inégalités ? D'abord, il y a de l'épargne, excusez-moi de le dire, il y a de l'épargne dans le monde, et l'épargne en Europe. Le problème, c'est qu'elle ne sert pas à financer ce qu'il faut financer. Il faut financer le long terme, il faut financer la transition énergétique et écologique. C'est ce qu'on a dit dans le bouquin collectif que j'ai
dirigé. Il faut financer l'effort supplémentaire de défense. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il faut financer les infrastructures. Donc je dis simplement, et je termine là-dessus, parce que la fiscalité, dans les propositions de rapport, il y a fiscalité sur le patrimoine 20%. Je pense qu'on en est très loin politiquement. Et fiscalité sur le revenu, 90% sur le taux marginal. Ça me fait penser aux propositions de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit, au-dessus d'un certain niveau, notre référence, c'est plutôt Roosevelt, parce que Roosevelt... alors Mélenchon a repris Roosevelt. Dans les années 1930, Roosevelt, il veut même aller plus loin, il veut un taux d'imposition marginal, donc le taux, la plus haute tranche d'impôt sur les revenus de 100%. Il va voir son congrès qui lui dit c'est peut-être un petit peu élevé. Il dit bon, ok, ils se mettent d'accord sur un taux qui est un petit peu supérieur à 90%. Ça, c'est aux États-Unis, c'est au cœur du réacteur du capitalisme mondial, et ça n'a pas empêché l'économie américaine de fonctionner. À l'inverse, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, dans les années 30, 40, 50, 60, on a un taux d'impôt qui est extrêmement élevé sur les plus hauts revenus, de 90%. Donc ça, c'est pour la référence historique. Et je vais rester un petit moment sur cette référence historique parce que effectivement, au regard de la situation actuelle, le G7 que vous mentionniez, les débats en France sur la taxe Zuckman, on peut se dire, bon, tout ça est complètement utopique. Et d'une certaine manière, il y a une utopie qui est revendiquée dans ce rapport pour deux raisons. La première, c'est que face à cette utopie aujourd'hui, on a des discours et des représentations du futur qui sont, disons-le, franchement terrifiantes. SpaceX va être introduite en bourse. SpaceX, dans l'accord qui lie Elon Musk à ses actionnaires, il y aura une rémunération de 500 milliards de dollars si Elon Musk arrive à établir une colonie permanente sur Mars. Donc là, on a un monde fait de colonies sur Mars, de robotisation du monde du travail, d'IA généralisée, de paupérisation du monde du travail. C'est un avenir qui est franchement pas réjouissant, qui est même plutôt terrifiant, qui vous, dans votre rapport, est autoritaire à plusieurs égards. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut d'autres représentations du futur. Maintenant, ces représentations peuvent avoir l'air très utopiques. Vous défendez une sobriété matérielle, mais comment expliquer, par exemple, à un Indien, un Nigérian ou à n'importe quel habitant du Sud qui aspire à consommer davantage, qui rêve lui aussi à plus de confort, qui a envie de prendre l'avion, qui veut voyager, que ce modèle occidental, eh bien, il n'est plus gérable. Comment on leur explique ? Je vais revenir là-dessus dans un instant. Je voudrais juste... Sur l'utopie, c'est très important de voir que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est une utopie qui a été réalisée, une utopie au regard de commentateurs économiques du début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, l'écart des revenus entre les 10% les plus pauvres et les 0,1% les plus riches, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, est de l'ordre de 1 à 100. De 1 à 100. Dans les années 80, cet écart était tombé à une échelle de 1 à 10. Donc c'est une formidable compression des inégalités de revenus sur un siècle qui ne s'est pas fait au détriment de l'activité économique, de l'innovation. Au contraire, l'économie était très prospère, la démocratie a été prospère. Vous n'êtes pas pour une décroissance, par exemple ? Alors, décroissance des richesses des milliardaires, oui. Décroissance des émissions de CO2, oui. Décroissance de certains secteurs, le pétrole et le gaz, oui. Mais en revanche, c'est un plan de croissance d'autres secteurs, d'autres types de revenus. Les revenus des plus pauvres augmentent. Les 50% les plus pauvres de la population mondiale aujourd'hui possèdent 2% de tout ce qu'il y a à posséder. Et dans notre plan, cette part de la richesse mondiale, de la moitié la plus pauvre, passe à 30%. Donc c'est une forte croissance de leur richesse, de leur patrimoine, de leurs revenus. Donc au contraire, le plan justement pose la question suivante. Comment est-ce qu'on peut avoir un monde où les conditions de vie des pays émergents, des pays en développement et des classes populaires des pays du Nord, comment est-ce qu'on peut avoir un monde où leurs conditions de vie augmentent, où leur niveau de vie s'améliore? Comment est-ce qu'on peut faire ça sous contraintes climatiques? Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelle transformation de l'économie, de ce qu'on consomme, des inégalités sont nécessaires pour atteindre cet objectif-là.
Et comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre ce plan au niveau mondial? Tout à l'heure, Christian de Boissieu disait, même à l'intérieur de l'Europe, on n'est pas d'accord. Alors, à l'échelle mondiale, comment ça va se passer? Là, ce qui est intéressant d'avoir en tête, encore une fois, c'est de regarder que ce qui pouvait avoir l'air totalement utopique il y a 100 ans, et en fait est devenu complètement banal aujourd'hui. Je prends un autre exemple et je réponds ensuite précisément sur ce point. Les heures travaillées dans le monde, au début du XXe siècle, ou prenons un exemple plus concret, en France, on travaillait 3200 heures par an au début du XXe siècle. C'est l'équivalent de 6 jours sur 7, 10 heures par jour, 52 semaines par an. Aujourd'hui, on travaille 5 jours sur 7, on a 2 jours de week-end, on travaille 7 à 8 heures par jour, on a 5 semaines de congés payés. Au début du XXe siècle, si vous dites à un commentateur, mais en fait, on va travailler 2 fois moins, parce que la réduction, c'est de l'ordre de 2. Dans 100 ans, on travaillera 2 fois moins. Il vous regarde, il vous dit, c'est complètement utopique, c'est pas possible. Donc ça, déjà, c'est pour replacer dans une perspective historique. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut travailler plus et plus longtemps pour financer les retraites. Ce qui va complètement à l'encontre de la tendance historique en matière de temps de travail. Je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est de grosses mobilisations sociales, c'est des conflits politiques importants au XXe siècle, justement pour partager les gains de productivité en faveur de plus de revenus pour les travailleurs et plus de temps passé à faire autre chose que le travail. Le XXe siècle, c'est cette histoire-là. Maintenant, sur comment on fait aujourd'hui, ce qu'il faut voir aussi ici, c'est que il y a des réformes en cours de l'ordre international. Les pays émergents le demandent. Les pays émergents sont en partie déjà en train de les mettre en œuvre. Les pays émergents, notamment, ont créé quelque chose qui s'appelle la Banque des BRICS, parce qu'ils ne sont pas satisfaits des règles de vote, des règles notamment à l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Ils ont créé la Banque des BRICS. Certains pays émergents ont aussi créé un système de paiement parallèle pour ne pas commercer en dollars, mais pour commercer dans d'autres devises. Ça s'appelle le système M-Bridge. Il est déjà en place dans certains pays. Donc, les pays émergents s'organisent pour se passer du dollar et de l'hégémonie euro-américaine sur la fiscalité internationale, sur l'acte de commerce international. La question pour les Européens, et c'est une question qui est fondamentale au XXIe siècle, c'est est-ce qu'ils laissent le train passer ? Et auquel cas, les pays émergents feront des alliances avec les pays en développement, les pays pauvres, ou est-ce qu'ils mettent sur la table des propositions qui peuvent être dans l'intérêt des pays émergents et aussi dans leur intérêt bien compris aux pays européens? Christian de Boissieu, très rapidement, 30 secondes pour conclure. J'ai pas beaucoup parlé. Hein. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Non, j'ai pas beaucoup parlé, ce sont les jeunes qui parlent, tant mieux pour eux. Je vais pas revenir sur le Sud global, qui est un sujet important. Je voudrais juste rappeler que la mondialisation, même si aujourd'hui elle est un peu remise en cause, partiellement, la mondialisation a réduit les inégalités nord-sud entre pays. Surtout la croissance de la Chine. Bon, attendez, je prends la parole. Et bien, elle a augmenté les inégalités dans les pays. Bon, et donc l'écart subsiste entre nord et sud, si vous voulez, pour simplifier, mais il s'est réduit grâce à l'ouverture et le niveau de vie des pays du sud, sans rattraper ceux du nord, a augmenté. Alors maintenant, sur la fiscalité, j'ai dit ce que je pensais, c'est-à-dire que si on estime qu'il y a trop d'inégalités de revenus et de patrimoine, ça passe par la fiscalité. Moi, je suis contre la taxe Zuckman, on ne va pas rouvrir le débat ici. Bon, et un taux marginal à 90% sur les revenus, ça me paraît très désincitatif. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christian de Boissieu. Merci à vous également, Lucas Chancel.